16h45, la Barry Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 11 juin 2024. Après des mois de lutte par la synergie d'action, COSEF, SYNACES, IUCN sur le recrutement sans concours de tous les enseignants contractuels à la fonction publique. Une signature du protocole d'accord a été signée entre le gouvernement et la synergie afin de mettre fin aux différents mots d'ordre. Issoufou Dade Ibrahim, délégué national de l'INEC Niger, pour plus de précisions. Nous sommes tombés d'accord sur un communiqué conjoint qui fait office de protocole d'accord partiel hier lors de la session du comité interministériel de négociation où le gouvernement a pris l'engagement de procéder à l'ouverture du recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique au plus tard à la rentrée 2025-2026. Et ici, il faut noter qu'il y a une première. Dans le cadre de l'organisation du recrutement sans concours des enseignants contractuels. Il s'agit de la date de la mise en solde. Le gouvernement, de son propre chef, a retenu la date de janvier 2026 pour procéder à la mise en solde de cette première vague qui sera donc recrutée. Et nous félicitons beaucoup le gouvernement pour cette volonté affichée à lancer le processus afin de finir avec cette contractualisation. Et en dehors de ces engagements, le gouvernement a pris l'engagement aussi de payer les incidences financières en compensation par des parcelles viabilisées. Et 2 comités paritaires vont être mis en place afin de s'assurer de la transparence de ces engagements-là pris par le gouvernement à l'égard donc des regroupements des syndicats. Aussi, en ce qui nous concerne, tout à l'heure, nous venons de finir notre réunion de la synergie d'action, la COSEF, le SYNACES et l'IUCN. Nous avons pris l'engagement de lever le mot d'ordre de grève de 120 heures qui est déjà en cours à partir d'aujourd'hui, 11 juin 2025, à 15h30. Aussi, le mot d'ordre de laisser passer aussi a été levé. Et nous félicitons beaucoup les camarades pour leur engagement qui a permis sans doute vraiment à faciliter cet acquis-là que nous venons d'avoir auprès du gouvernement de la refondation. Pour ce qui est de la confiance que nous accordons donc au gouvernement et au comité interministériel de négociation, notamment son président qui nous a pris l'engagement de veiller personnellement à ce que ce communiqué conjoint-là ne soit pas un énième communiqué conjoint. Et nous nous félicitons d'abord surtout de la date de la mise en solde qui a été déterminée. Nous estimons que c'est une preuve de bonne foi du gouvernement et c'est pour ces raisons-là que nous avons pris la responsabilité syndicale de revenir donc nous aussi en arrière, de lever nos mots d'ordre afin de donner plus de chance vraiment au dialogue. Voilà, c'était là le point du protocole d'accord signé entre le gouvernement et la synergie COSEF, SYNACES et IUCN. C'était avec Issoufou Dade, il est délégué national de l'INEC. Cela dit, le Front patriotique pour la souveraineté FPS section de Maradi était en conclave le 9 juin dernier à l'effet de se pencher sur la situation sociopolitique du pays. Une déclaration a sanctionné cette rencontre au cours de laquelle le FPS Maradi demande aux Nigériens d'être encore plus résilients et d'apporter leur soutien aux autorités du Niger. La teneur de cette déclaration avec le secrétaire général du FPS Maradi, Yacouba Labo. Le bureau régional du Front patriotique pour la souveraineté de Maradi exprime sa profonde préoccupation face à la situation sociopolitique actuelle qui traverse notre cher pays, le Niger. En ces moments cruciaux de la refondation nationale, le Front patriotique pour la souveraineté Maradi réaffirme son engagement indéfectible envers la souveraineté du Niger
et le bien-être de ses citoyens. Nous tenons à saluer la résilience et la maturité du peuple nigérien qui continue de faire preuve d'un sens élevé de la responsabilité citoyenne. Le bureau régional du Front patriotique pour la souveraineté Maradi exhorte l'ensemble des citoyens à demeurer vigilants, unis et à continuer de jouer pleinement leur rôle civique dans la construction d'un Niger stable et prospère. Votre participation active est essentielle pour consolider les acquis et relever les défis. Par ailleurs, le Front patriotique pour la souveraineté Maradi lance un appel pressant aux autorités nigériennes à privilégier le dialogue et la concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux en général et en particulier les syndicats du secteur de l'éducation. Nous sommes conscients des revendications légitimes exprimées par les organisations syndicales du secteur éducatif en grève depuis plusieurs semaines. Il est impératif que des solutions concertées et équitables soient trouvées rapidement pour apaiser les tensions et garantir la continuité des services publics dans le secteur éducatif. Le dialogue social est la clé de la stabilité et du progrès. Un appel fort pour la transparence et la justice sociale. Le Front patriotique pour la souveraineté de la région de Maradi insiste sur la nécessité impérieuse d'une transparence accrue dans la gestion des affaires publiques. Pour bâtir une nation solide et garantir une souveraineté totale, il est crucial que toutes les actions des autorités soient empreintes de transparence et de redevabilité. La promotion de la justice sociale doit être au cœur de la refondation du Niger. La souveraineté d'un pays ne se mesure pas seulement à sa capacité à gérer ses ressources, mais aussi à sa capacité à garantir l'équité, l'accès aux services de base et la protection des droits pour tous ses citoyens. Le Front patriotique pour la souveraineté Maradi appelle les autorités à prendre des mesures fortes et concrètes pour réduire les inégalités, lutter contre la corruption et assurer une répartition plus juste des richesses nationales. C'est par ces actions que nous pourrons réellement garantir la souveraineté totale de notre pays, en bâtissant une société où chaque Nigérien se sent partie prenante et bénéficiaire des progrès, vers un cadre de vie amélioré et une forte mobilisation des ressources locales. Le bureau régional du Front patriotique pour la souveraineté Maradi appelle également à l'accélération des activités de curage des caniveaux et de remblage des ravins dans la ville de Maradi. L'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens est une priorité. Chaque citoyen a un rôle crucial à jouer en s'acquittant de ses obligations fiscales, renforçant ainsi la capacité des collectivités à agir pour le bien-être et à consolider notre souveraineté. Renforcer la sécurité et rendre hommage à nos héros. Le Front patriotique pour la souveraineté de la région de Maradi insiste sur l'urgence de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. La paix et la quiétude sont les fondements de tout développement durable. Nous appelons les forces de défense et de sécurité à intensifier leur action pour protéger nos concitoyens contre toute forme d'insécurité. Nous encourageons la population à collaborer étroitement avec elle pour signaler toute activité suspecte. Nous demandons par la même occasion plus d'équipements à nos FDS pour relever les défis sécuritaires du moment. En ce moment de défi, le bureau régional du Front patriotique pour la souveraineté Maradi tient à rendre un hommage vivant et solennel à tous les soldats nigériens tombés sur le champ d'honneur de l'honneur en défendant notre patrie. Leurs sacrifices ultimes pour la souveraineté et la sécurité du Niger ne seront jamais oubliés. Leurs actes de bravoure sont une source d'inspiration et de fierté pour toute la nation. Nous exprimons nos sincères condoléances aux familles de ces héros. Nous saluons et encourageons les plus hautes autorités du Niger pour l'organisation du recrutement des gardes intégrés dans 2 départements de la région de Maradi, à savoir Guidarumji et Madarumfa, où 300 jeunes autochtones de ces localités ont été recrutés directement dans la garde nationale. Cette approche permettra à ces jeunes de défendre dans un cadre formel leur terre ainsi l'intégrité de notre pays. Soutien aux dénonciations du président de la République.
C'est donc un appel au CNSP, au gouvernement et l'ensemble des communautés nigériennes à prendre toutes les mesures en vue d'assurer une production vivrière à mesure de satisfaire la demande interne en nourriture pour une souveraineté alimentaire assumée. Le Front patriotique pour la souveraineté région de Maradi réaffirme son engagement à accompagner les efforts de la refondation pour un Niger fort, indépendant et prospère. Voilà, c'est la teneur de la déclaration du Front patriotique pour la souveraineté à section de Maradi. Parlons santé à présent pour parler de l'anémie, cette affection marquée par un manque de globules rouges dans le sang. Comment se manifeste-t-elle et comment la prévenir? Élément de réponse dans ce reportage signé Nafisat Zakou et Boubacar Souley. L'anémie est une affection qui se manifeste par un manque de globules rouges dans le sang. Cependant, les causes de cette maladie sont multiples, mais la carence en fer est la plus fréquente. Les globules rouges, normalement, ils durent 120 jours. Alors, s'ils durent 60 jours, 100 jours, 80 jours, il meurt, vous êtes d'accord que dans notre sang, il y aura moins de globules rouges et la personne va avoir de l'anémie. Par exemple, quand vous avez les palus, le parasite du palu qui vous infeste, il va détruire vos globules rouges. Alors, il n'arrive pas à leur terme de 120 jours. Voilà pourquoi ceux qui ont le palu, surtout les enfants, développent toujours l'anémie. Elle peut aussi être due à une perte abondante de sang. Par exemple, une hémorragie. Vous faites un accident, vous coupez peut-être un vaisseau, le sang, vous allez perdre du sang. Et vous êtes d'accord avec moi, quand vous perdez du sang, vous perdez une quantité énorme de ces globules rouges. Ça aussi, il y aura une diminution de ce nombre de globules rouges et vous pouvez être anémique. Pour que le globule rouge soit fabriqué au niveau de la moelle osseuse, ça a besoin des éléments indispensables et qui sont dans la majorité des cas apportés par l'alimentation. Par exemple, le fer. Par exemple, les femmes, dès qu'elles tombent enceintes, jusqu'à pratiquement après l'accouchement, on leur demande toujours de prendre du fer pour accompagner, c'est pour renforcer la fabrication de globules rouges. L'anémie n'est pas une maladie en soi, mais plutôt un état attribuable à d'autres troubles de santé. Alors, quelles sont les conséquences de cette maladie? Il faut comprendre l'anémie comme étant une conséquence de quelque chose. Et elle se manifeste par deux signes principaux, c'est-à-dire des signes cutanés et des signes cardiovasculaires. C'est-à-dire le signe cutané, c'est des choses, d'abord la pâleur. Vous allez voir le conjonctif, le muqueuse, les teguments qui sont pâles. Au lieu que quand vous regardez votre conjonctive, qu'elle soit colorée en rouge, elle devient pâle, un peu blanc. Il y a aussi la peau qui devient sèche. Il y a le poil et les cheveux qui vont devenir très fins. Il y a les ongles, n'est-ce pas, qui vont devenir fragiles et cassants. Et des signes cardiovasculaires, c'est des dyspnées, c'est-à-dire des difficultés à respirer. Vous avez des difficultés dès que vous faites un petit mouvement, une petite activité physique, dès que vous marchez, vous vous étouffez, vous avez du mal à respirer. Vous avez une tachycardie, votre cœur qui va fort. Vous avez des édèmes du membre inférieur. Les personnes les plus exposées, d'abord la femme. La femme, elle est parce que des natures, vous savez, la femme, chaque mois, elle perd du sang à travers leurs règles. Au moment de la grossesse, imaginez quand une femme est enceinte, pratiquement son besoin double. Il y a d'abord son besoin, elle, la maman, mais aussi les besoins du bébé, c'est-à-dire du fœtus qu'elle porte. Il y a des personnes qui sont des malades, qui ont des maladies qui touchent les globules rouges, genre les drépanocytoses. Les drépanocytoses, c'est une maladie qui touche les globules rouges et elle peut raccourcir la durée de vie des globules rouges. C'est pour ça qu'on dit que ça peut être un des facteurs. C'est pour ça que les drépanocytoses sont permanemment anémiques. Pour pallier à cette maladie, il est conseillé de consommer beaucoup d'aliments riches en fer chez les femmes et protéger les enfants contre le paludisme, surtout les enfants drépanocytaires. Voilà, place à présent à la rubrique hebdomadaire de la chronique judiciaire, dont le numéro d'aujourd'hui traite de l'audience de mise en état, un sujet abordé par maître Moustapha Hamidou Nebe Maman. Il est avocat à la cour. Très bonne réception à vous. La procédure de la mise en état a pour but de permettre à la juridiction saisie d'une affaire de rendre son jugement après avoir pris connaissance
de l'ensemble des arguments des parties ainsi que des pièces sur lesquelles celles-ci se fondent. Cette procédure a donc pour objet de mettre le dossier en état d'être jugé. C'est extrêmement important que vous preniez la procédure pénale, la procédure administrative, la procédure civile, la procédure commerciale et même devant le tribunal du travail. La juridiction saisie doit rendre le dossier en état d'être jugé avant de se prononcer là-dessus. Mais dans notre ordonnancement juridique, c'est seulement, je dis bien, pour la procédure civile et la procédure commerciale que le législateur a pris le soin de baliser la manière où le juge doit procéder pour rendre le dossier en état. Mais si vous prenez par exemple la procédure pénale, il revient au procureur de la République, la partie poursuivante, de mettre le dossier en état. Et cela se traduit par l'envoi des citations à toutes les parties. Il faut que les citations soient régulières, il faut que les citations reviennent, rentrent dans le dossier. C'est ça. Dans ce cas, le dossier en état. L'obligation du parquet ou l'obligation de la juridiction, c'est de vérifier est-ce que toutes les parties ont eu connaissance de la date d'audience. Et cela se traduit par l'envoi des citations. Ce qui se fait dans la pratique par les huissiers, c'est eux qui envoient les citations, par le biais du parquet. Si vous prenez la matière coutumière, le dossier doit être en état d'être jugé. Le juge va vérifier est-ce que les pièces ou les arguments qui vont lui permettre de rendre une belle décision ou une décision en conformité du droit sont dans le dossier. Et là, le dossier est en état. Maintenant, spécifiquement, on va parler d'une procédure où le législateur a pris le soin de préciser comment le juge doit y procéder. Pour la procédure civile, cela a été expliqué dans la loi 2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile. Et cette loi a été modifiée, je dis bien modifiée, dernièrement par la loi numéro 2019-02 du 30 avril 2019, modifiant et complétant la loi numéro 2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile. Pour la procédure commerciale, cette loi a été reformée dernièrement par la loi 2019-01 du 30 avril 2019 fixant la composition, l'organisation, la compétence et la procédure à suivre devant les tribunaux de commerce et les chambres spécialisées en République du Niger. Si un dossier se retrouve devant le tribunal de grande instance statuant en matière civile, on renvoie le dossier à ce qu'on appelle, parce que le dossier va venir à l'audience pour la première fois, c'est ce qu'on appelle l'appel de cause, et à cette audience, on renvoie le dossier devant le juge de la mise en état. Devant la chambre, le tribunal du commerce, directement, parce que là-bas, la procédure de conciliation est obligatoire. L'audience va avoir lieu d'abord devant un juge, à chambre de conseil, où ils vont tenter de concilier les parties dans un délai de maximum de 2 jours. S'il n'y a pas de conciliation, on constate l'échec de la conciliation, et là on renvoie le dossier à un juge pour mettre le dossier en état. Maintenant, les audiences de mise en état se font en chambre de conseil, donc en conférence de cabinet, et là le juge établit ce qu'on appelle un calendrier d'instruction. Et dans ce calendrier d'instruction, il impartit aux parties de la procédure des délais pour communiquer les pièces éventuelles, pour prendre des écritures, et tout cela dans le principe du contradictoire. Cela veut dire que la procédure, ce n'est pas un jeu de cache-cache. Si tu prends des écritures, tu communiques d'abord à l'autre partie ou aux parties en présence dans la procédure. Et maintenant, tu communiques maintenant au juge de la mise en état. Maintenant, pour communiquer au juge de la mise en état, tu dois aussi le produire, la décharge, la preuve que tu as communiqué ces conclusions ou ces pièces à l'autre partie. C'est l'une des obligations pour que le juge puisse recevoir tes conclusions, parce que là, il sait que ce n'est pas un cheveu qui est tombé dans la soupe comme ça. Tu as communiqué à l'autre partie a pris connaissance de ça, et bien, c'est contradictoire.
Lorsque le calendrier est établi, les parties signent le calendrier. Maintenant là, il faut aussi préciser que, à l'absence d'une des parties, le juge peut établir le calendrier, mais à charge pour l'autre de communiquer après le calendrier à l'autre partie. Le juge de la mise en état, il a des pouvoirs juridictionnels et des pouvoirs administratifs. Parce que c'est lui qui surveille en fait l'exécution du calendrier de la mise en état. Et dans l'exécution de ce calendrier, il est appelé à prendre des mesures. Par exemple, appeler, informer les autres parties, d'appeler par exemple d'autres parties en cause, ou donner des prolongations de délai. Il peut aussi demander aux parties de communiquer d'autres pièces ou des originaux. Il peut aussi entendre même d'office les parties. Mais là, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que le juge de la mise en état aussi, il a ce pouvoir de demander aux parties de partir en arbitrage ou en médiation. Soit à sa demande, mais là il faut que les parties acceptent sa proposition, soit à la demande des parties. On peut partir en médiation ou en arbitrage. Mais là, si vous prenez la loi sur le code de procédure civile, nous dit, dans ce cas de figure, le dossier est renvoyé à ce qu'on appelle le rôle d'attente, jusqu'à ce qu'il y ait une décision, soit dans la procédure de médiation ou dans la procédure d'arbitrage. Et cette décision sera homologuée par le président du tribunal de grande instance, ou le juge par lui délégué. Le juge, le président de la cour d'appel ou le conseiller par lui délégué dans cette procédure est ce qu'on appelle le juge de l'annulation. Si vous prenez par exemple la procédure commerciale, là, les délais sont plus stricts. Parce que si le président ou le juge de la mise en état devant le tribunal de commerce renvoie le dossier en médiation ou en arbitrage, on dit il met le dossier dans le rôle d'attente. Mais cela ne peut nullement excéder 3 mois. Et là, le président du tribunal de commerce ou le juge par lui délégué est ce qu'on appelle le juge de l'homologation. Le président de la chambre commerciale est spécialisé ou le juge par lui délégué est ce qu'on appelle le juge de l'annulation. Donc ça, c'est le pouvoir du juge de la mise en état. Il a des pouvoirs énormes. Et il contrôle aussi, ça c'est ses pouvoirs administratifs. Maintenant, il a aussi des pouvoirs juridictionnels. Il peut statuer sur les demandes d'expertise ou les demandes de sursis à statuer. Il peut aussi constater l'extinction de la procédure. Mais dans ce cas, on dit, ces décisions, comme c'est des décisions qui ont un pouvoir, qui font grief, ces décisions peuvent faire l'objet d'appel. Si vous regardez dans la procédure civile, c'est un délai de 15 jours pour interjeter appel contre les décisions du juge de la mise en état en matière d'expertise, en matière de sursis à statuer, ou bien lorsque le juge constate l'extinction de la procédure. Si vous prenez la procédure commerciale, c'est un délai de 8 jours pour interjeter appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état. Mais les autres ordonnances ne font pas l'objet d'opposition. Et on dit aussi que ces ordonnances ne peuvent faire l'objet d'appel qu'avec le jugement sur le fond. Maintenant, le juge de la mise en état, il a aussi un délai pour instruire son dossier. Si vous prenez la procédure commerciale, parce que c'est là, c'est à ce niveau qu'il y a plus de délai, comme chez les affaires, il y a la célérité, ça compte extrêmement. C'est extrêmement important de tenir compte de ça. Là, on dit que le juge de la mise en état devant le tribunal de commerce, il a un délai de 30 jours pour clôturer son dossier, pour mettre son dossier en état. Et là, s'il constate qu'il ne peut pas faire ce travail dans un délai de 30 jours, soit parce que l'affaire est complexe, soit parce qu'il a besoin de plus de temps pour bien instruire le dossier, pour mettre bien le dossier en état, et bien dans ce cas, il fait une demande motivée au président du tribunal qui statue par ordonnance pour l'autoriser. Et là aussi, on dit que ce délai ne peut pas excéder 15 jours.
Donc devant le tribunal du commerce, le dossier, au maximum, devant le juge de la mise en état, ne peut pas dépasser 45 jours. Mais là, si on revient dans la procédure civile, là, à ce niveau, il n'y a pas de délai. On dit juste que dans un délai raisonnable. Donc là, il appartient au juge de la mise en état, en fonction de la complexité de l'affaire, des actes à poser, de prendre un délai raisonnable pour mettre son dossier en état. Lorsque ce juge finit l'instruction de son dossier, eh bien, il prend ce qu'on appelle une ordonnance de renvoi, une ordonnance de clôture, puis renvoyer l'affaire. Donc, il renvoie son affaire, il prend l'ordonnance, il notifie l'ordonnance aux parties et il renvoie maintenant à l'audience de plaidoirie. Si un juge de mise en état renvoie le dossier à l'audience de plaidoirie, que ce soit en matière commerciale ou en matière civile, eh bien, on dit que les parties ne peuvent plus déposer de pièces de conclusion. Donc, on considère que le dossier a été mis en état. Nul besoin de produire quoi que ce soit. Et la juridiction ou le juge saisi ne peut rapporter l'ordonnance du juge de la mise en état que pour cause grave. On dit il peut entendre un intervenant volontaire s'il estime qu'en l'état du dossier, il peut joindre ça et juger définitivement l'affaire. C'est pour vous dire que la mise en état, c'est vraiment une procédure extrêmement bénéfique pour les justiciables. Parce que on met le dossier en état d'être jugé, on fait recueillir autant d'informations nécessaires pour la manifestation de la vérité, chose que la justice cherche chaque fois.